Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « On peut trouver du bonheur même dans les endroits les plus sombres. Si vous ne trouvez pas de rayon de soleil, soyez le rayon de soleil. » C'est une dame de cœur, agréable et engagée à faire une différence tangible et significative dans la vie des Québécois. Cette semaine, à Diversité d'exception, nous vous présentons le portrait de Marie-Chantal Gaba. Marie-Chantal est une militante engagée qui œuvre pour faire reconnaître la massothérapie comme soin de santé et aider les plus vulnérables à avoir des soins dignes tout au long de leur vie. L'attention de notre héroïne pour sa mère va par la force des choses l'amener à se passionner pour cette profession libérale, la massothérapie. Sachant de base que les aidants naturels, ce sont des gens qui n'ont pas nécessairement choisi à la base d'être comme ça. C'est souvent des concours de circonstances qui font en sorte que la situation nous contraint à aider quelqu'un de notre famille ou de très proche dans des soins ou dans des activités pour soutenir cette personne-là. Moi, dans mon cas, c'était ma mère. Donc, ma mère, qui était une personne très proche au niveau de la famille. Ma mère venait, en fait, d'une famille qui était nombreuse, il était 17 chez eux. Donc, l'esprit de famille était déjà très là. Alors, puis moi, j'ai eu le grand privilège d'avoir ma mère avec moi, qui a été avec mes enfants tout petits, là. Donc, ils vivaient même avec nous. Donc, on vivait dans un bigénérationnel. Et ça fait en sorte que c'était quelqu'un de très inclus dans la famille comme un autre membre. Donc, mes enfants faisaient des dessins. Bien, on n'était pas juste des enfants et des parents. La grand-mère était là aussi, là. On allait partout avec elle. Tout à fait. Si bien que lorsqu'elle a eu un diagnostic de la maladie d'Alzheimer, c'était évident pour moi que je devais, et en même temps, j'avais le goût aussi de m'impliquer pour pouvoir lui assurer une continuité de vie de qualité. Donc, elle vivait avec nous, donc tous nos horaires étaient modulés en fonction de ça, les activités, les soins médicaux, donc on gère tout. Fait, tu vois que inconsciemment, on embarque dans tout ça, là, dans toute cette dynamique-là d'aidant, sans le savoir à la base, c'est ce qu'on nous sommes. Et lorsque, à ce moment-là, la santé s'est détériorée. C'est évident que là, il a fallu aussi prendre des moyens pour encore plus encadrer. Les enfants étaient très impliqués aussi avec ma mère parce que pour eux, c'était quelqu'un d'extraordinaire. Tout à fait. Vous savez, une maman, c'est inestimable. Elle materne. Ah oui, c'est inestimable. Alors, j'ai accompagné ma mère, en fait, jusqu'à la fin de sa vie. Malheureusement, dans les derniers temps, les besoins étaient tellement importants que, elle a dû aller en résidence. Mais malgré le fait qu'elle était en résidence pour avoir des soins plus adaptés à sa condition, ça ne veut pas dire que je n'y étais pas. D'ailleurs, des fois peut-être au désarroi des organisations, j'étais toujours là. Donc, c'est ça aussi qui peut faire en sorte que on a continué à avoir le lien. Puis jusqu'à la fin, c'est ça, elle était préoccupée de me laisser les petits-enfants. C'est en rendant visite à sa mère, placée en institution, qu'elle se sent incomprise. Mais rien ne l'arrête à aller jusqu'au bout de ses convictions. Si j'ai quelque chose à dire en premier, c'est que lorsqu'on a un parent, par exemple, qui change de milieu de vie, qui s'en va en institution, en centre de longue durée, par exemple, malheureusement, les familles ne sont plus là. Disent, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut continuer parce qu'ils sont importants. Il faut leur démontrer qu'ils sont importants pour nous. Donc, c'est évident qu'en étant là plus souvent, on voit plus de choses. Hein? Donc, puis, aussi, ma mère, lorsqu'elle me dit « j'ai pas eu ça » ou « j'aurais besoin de ça, on m'a pas donné ». Donc,
c'est évident que moi, j'intervenais plus souvent, peut-être, qu'on l'aurait souhaité. Oui, tout à fait. Et ça peut amener certains conflits. Malgré tout, ce qui était important, ce qui était la chose la plus prioritaire dans mon cas, c'était son bien-être à elle. Tout à fait. C'était l'intérêt supérieur de la situation, c'est son intérêt et sa santé. Donc, j'ai fait plusieurs démarches et j'ai eu à faire plusieurs démarches dans le courant de ce processus-là, avec différentes instances. Vous savez, ce qui est intéressant, là, je dis vous, mais je vais revenir là-dessus. Ce qui est intéressant, lorsque on écoute toutes les annonces, les communiqués gouvernementaux, on dit, bon, bien, c'est important de prendre soin de nos aînés. C'est important qu'ils soient intégrés. C'est important que si... Tout le pompage médiatique qui vient avec. Exactement. Que les familles nous disent si ça ne va pas. Mais la réalité, elle est différente. La réalité, elle est que lorsque les familles veulent s'impliquer, lorsque les familles disent « mais nous, on n'est pas satisfaits », comme toi, par exemple, oui, c'est ton cas. Bien, à ce moment-là, au début, on est ridiculisé. Par la suite, on essaye de nous caser dans une catégorie de familles... à problème. À problème, exactement. De familles à problème qui sont jamais satisfaits. Mais il faut savoir que ces gens-là sont vulnérables. On s'entend qu'il n'y a pas personne qui veut être placé en institution, qui veut résider là pour le reste de sa vie. Je pense que ni toi ni moi, c'est ce que nous souhaiterions aussi, là. Donc, ça amène, je vous dirais, des désagréments. Des désagréments. Des malentendus aussi. Et oui, aussi des malentendus. Et on s'aperçoit que avec le temps, même avec les discussions, tout ça, on n'arrive pas à arriver à un équilibre. Non. Soit parce qu'on n'a pas la même vision de ce que devraient être des soins, soit parce que, ils vont dire, j'ai pas assez de personnel, soit parce qu'ils vont dire, on n'a pas assez de budget, soit que... Mais au-delà de ça, il y a une façon différente de faire les choses. Et je ne pense pas que l'institution, là, dans ce cas-là, c'est un endroit, mais ils sont tous rendus là. Donc, il faut se battre. Honnêtement, il faut vraiment se battre. Un jour, elle mijote avec son amie Madame Sylvie Bédard sur l'importance d'apporter des soins de massothérapie adaptés, entièrement gratuits, offrant ainsi une lueur d'espoir et une bouffée d'apaisement à ceux qui en ont besoin. Elle fonde en 2010 la Fondation de massothérapie du Québec. Qu'est-ce qui m'a fait choisir cette fondation-là? Il faut d'abord savoir que je suis massothérapeute agréée certifiée depuis 2001. Donc, on l'a dit exactement. Donc, pourquoi j'ai choisi ça aussi à ce moment-là? C'était à cause de ma mère. Tu as fait bénéficier ton talent à ta mère. Est-ce qu'on t'a laissé, l'institution t'a laissé le faire? Oui, par la suite. Mais en 2001, pourquoi j'ai opté pour cette profession-là? C'était parce que je faisais déjà des soins à ma mère. Okay. Déjà, parce qu'elle avait déjà des douleurs, des lombaires, des choses comme ça. Puis, d'accord. Déjà, puis elle me disait, ça me fait du bien, et je veux que tu me berces encore, je veux que tu prennes soin de moi. Et on oublie ces choses-là parce que quand on vieillit, quand on devient adulte, on oublie cette relation-là d'être bercé, cette relation-là d'être supporté. Quand on est enfant, c'est quelque chose de normal. Mais dès qu'on devient adulte, on dirait qu'il y a une distance qui s'établit entre les personnes et on ne veut plus toucher, on ne veut plus vraiment prendre soin. Somme toute, et donc je suis devenue, à la force des choses, massothérapeute. Et un jour, la fondatrice, Mme Bédard, Mme Sylvie Bédard, a dit, ce serait bien qu'il y ait une fondation. Parce qu'il faut être capable d'aider le plus de gens possible dans les soins de santé, d'être complémentaire à beaucoup de soins de santé, mais aussi d'aller toucher les gens qui sont vulnérables, qui ne sont pas d'emblée attirés par ça ou qu'on ne leur offre pas ce service-là. Alors, vous avez voulu faire la différence, en fait. Exactement. Donc, en 2010, la Fondation de la massothérapie est née. Et à ce moment-là, en 2010, les personnes qui étaient ciblées étaient les personnes qui étaient atteintes de cancer, les personnes atteintes de douleurs chroniques, les personnes qui sont vieillissantes, les personnes aussi en santé mentale, violence conjugale et les aidants naturels.
pour offrir un service comme ça à des gens qui sont dans des situations de vulnérabilité. On ne parle pas juste économique ou physique, mais aussi de douleur, parce que la douleur est importante, c'est pas négligé. Mais à ce moment-là, il y avait que les massothérapeutes qui étaient dûment formés, par exemple en douleur chronique, en cancérologie, dans ces domaines-là, pour pouvoir faire un bon soin adapté. Probablement, effectivement, que ça nuisait un peu à la visibilité de certaines organisations, mais nous, on n'est pas là pour nuire à une organisation. Nous, ce qu'on veut, c'est offrir des services le plus possible, puis toucher des gens qui ne le seraient jamais. Je pourrais vous dire que, par exemple, tantôt, si je reviens avec ma mère, c'est que les personnes âgées, nos aînés, sont souvent un peu touchés. On les laisse pour compte. On dit, bien, il en reste moins qu'il en restait, donc de toute façon, ils vont mourir bientôt. Oui. Mais est-ce que la dignité peut être négligée? Est-ce que la douleur pourrait être atténuée par moment? Est-ce que le sentiment de se sentir encore important pourrait être maintenu? Et c'est ça, la différence. Tout semble bien aller pour notre perle engagée, jusqu'à ce jour de 2016 où elle est frappée par un coup dur. Oui, en 2016, écoutez, là, ça a été une très dure année. Au mois de mai, j'ai perdu justement une très bonne amie qui est décédée du cancer. Et à peu près 2 mois après, j'ai eu un diagnostic moi-même de cancer du sein. On ne s'attend pas à ça. Et c'est vrai que c'est un énorme choc. On pense toujours que c'est les autres qui vont avoir ces tristes nouvelles, mais quand c'est nous, c'est vraiment troublant. Et c'est toute la perspective de dire, est-ce que ma vie arrête? Est-ce que je vais pouvoir voir mes enfants grandir? Quel sera mon temps que j'aurai avec eux? Oui. Ou est-ce que je serai capable de survivre à ça? Donc, beaucoup d'incertitudes. Assez de questionnements. Énormément de questions, beaucoup de peur aussi. Énormément de peur, de colère aussi. Tu sais, de l'injustice. Mais en ce temps, la colère, c'est envers qui? Envers tout le monde. Envers tout le monde et peut-être un peu envers soi, parce qu'il y a toujours quelqu'un dans ma tête qui me dit, ben, est-ce que j'aurais pu faire autrement? Est-ce que si j'avais fait telle chose, est-ce que j'avais mangé telle chose, est-ce que j'avais plus fait d'exercice, est-ce que ce serait produit? Mais finalement, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Et c'est d'arriver à cette conclusion-là qui peut prendre un certain temps dans toute l'analyse de la situation qu'on vit. Alors, tu apprends cela. Vers qui tu te tournes immédiatement? J'imagine la famille. Bien, mon conjoint. Comment est-ce qu'il a accueilli cela? Ça a été très difficile. Ça a été très difficile, d'autant plus que son père était décédé du cancer et que sa mère était allait décéder du cancer. Non, c'est pas vrai, elle n'était pas encore décédée, mais elle était malade à ce moment-là d'une autre maladie. Mais ça le touchait parce qu'il savait l'issue possiblement fatale de cette maladie. Oui. Donc, pour lui, c'était un choc et surtout une grande peur aussi d'avoir la possibilité de me perdre et de devoir éduquer et élever les enfants. Donc, ça a été ça. Et par la suite, il a fallu lui faire d'autres tests pour amener la certitude, effectivement, que c'était bien ça. Et la gravité aussi, le grade et le stade qu'avait le cancer. Et quand on a eu la certitude qu'effectivement c'était bien ça, mais il fallait l'annoncer aux enfants. Ah, j'imagine. C'est pas facile. C'est pas facile. Non, c'est pas facile parce que chaque enfant a sa façon particulière d'appréhender oui, d'appréhender la chose. Il faut être capable de l'exprimer et de l'expliquer en essayant de dédramatiser un peu, sachant très bien que ça peut être dramatique. Oui.
Et ça a été bien. Mon conjoint a fait ça de manière exceptionnelle. C'est lui qui a parlé. Naturellement, j'étais là, tout ça. Et mes enfants ont eu des réactions différentes. Mon plus vieux, lui, ça a été « on va se battre ». Tu sais, je vais être là, on va se battre. Ma fille, par la suite, ma deuxième, m'a dit « Ah, c'est pour ça que tu pleurais, je t'ai vu pleurer. Alors tu m'as menti. Il y avait vraiment quelque chose. » Donc, elle était en colère parce que je ne lui avais pas dit les choses. Ma troisième me dit « Mais maman, ça veut dire que tu vas mourir? Est-ce que c'est ça que ça veut dire? » Et bien, mon dernier, qui était tout jeune, il dit « Mais qui va m'amener à mon cours de natation? » 4 émotions différentes. 4 émotions complètement différentes. Et comment tu accueilles ça en ce moment? Difficile. Ça a été très, très difficile parce que, d'une part, j'avais l'impression de... Je ne voulais pas les décevoir. Oui, je voulais me battre, mais j'avais peur de ne pas être capable de faire face à tout ça. Et je me demandais qu'est-ce qui allait arriver, là, si je les perdais, là. Donc, si je devais... Mon départ devait être plus hâtif, plus tôt. Alors, ça a été des moments difficiles. Mais avec mon conjoint, puis le support de mes amis... la fondation. La fondation. Bon, la fondation, il faut savoir que c'est là que j'ai expérimenté, pour moi, les bénéfices de la fondation à ce moment-là. Lorsque j'ai commencé, la première chose que j'ai eue, j'ai eu une chirurgie. Donc, tous les tissus, donc la musculature, les tissus, les nerfs qui ont été touchés. Donc, il fallait faire aussi retravailler au niveau des tissus cicatriciels, les choses-là. Donc, ça m'a aidé. Par la suite, est arrivée l'autre étape qui était la chimiothérapie. Donc, la chimiothérapie, on s'entend que c'est pas du bonbon. Non. Donc, ce sont des médicaments qui sont assez forts, qui provoquent des effets secondaires importants, dont la perte des cheveux, entre autres. Et, mais ça, c'était pas si important que ça pour moi. C'était plus les douleurs, bon, les nausées, tout ça. Là. Donc, ça. Et pendant que j'avais ces traitements-là, j'ai été recevoir de la massothérapie par une massothérapeute géniale. Une personne de l'équipe de la Fondation? Exactement, qui m'a aidée à me faire patienter entre mes traitements. Ce qui veut dire que ça me donnait à moi un répit de bien-être. Ça me donnait à moi aussi plus de confort dans ces moments difficiles. Et ça me permettait aussi de mieux les vivre. Par exemple, la chimiothérapie faisait en sorte que mes mains ou mes pieds étaient très, très enflés et crispés et douloureux. Oui. Donc, la massothérapeute a travaillé en drainage lymphatique vodaire, entre autres, pour la décongestion. Et c'était incroyable, là. Ça avait fait presque immédiatement, là, la journée même, pendant plusieurs jours, j'avais beaucoup moins mal. Et j'étais capable de plus marcher, de me déplacer, de prendre les choses. Fait que ça m'a vraiment aidée. Donc là, j'ai réalisé, je pouvais en parler avant, mais là, j'ai réalisé vraiment qu'à ce moment-là, l'impact que ça pouvait avoir sur ma vie. Et parce que ça en avait sur ma vie, ça en avait aussi sur la vie de ma famille. Pour avoir un autre regard sur notre invitée Marie-Chantal Gaba, cédons la place au miroir. Marie-Chantal Gaba, bonjour. Bonjour. Si on revenait à tes origines, Oui. c'est le Togo? Bien, en fait, oui, mon père vient du Togo, non, un Togolais. Ma mère est une Québécoise de la Beauce. Donc, ça a été un mélange, je dirais, inusité dans les années 60.
Alors, mes parents se sont rencontrés alors que mon père fréquentait l'Université Laval. Donc, ils se sont rencontrés sur le campus de l'Université Laval à Québec. Donc, ils faisaient partie de ces étudiants là, qui arrivaient d'Afrique et qui étaient pour les premiers. Là. Il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, dans les années 50-60. Donc, effectivement, oui. Alors, une fille métissée, tu te retrouves dans ce milieu. Je sais que tu as été fragilisée par la perception autour de toi. Il y a eu le fait que tu sois une personne métissée, ça n'a pas toujours été facile si on se fie à la polémique aujourd'hui qui se dit sur ces personnes-là. Toi, pour ton cas, qu'est-ce qui t'avait vraiment le plus heurté quand tu grandissais? Oui, en fait, j'ai appris que j'étais différente quand j'ai entré dans le milieu scolaire. Pour moi, tout était normal. De voir mon père d'une couleur, ma mère d'une autre, frères et sœurs, tout était normal. Mais c'est quand les autres, donc l'extérieur, les autres enfants, les professeurs, te définissent comme étant différent, là, à ce moment-là, c'est là que tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ils me mettent dans une catégorie qu'on dirait que personne ne veut? Donc, ça a été les premières constatations, donc réalisations en tant qu'enfant. Maintenant, j'ai grandi donc, dans la région de Québec, ces choses-là. Donc, majoritairement, on s'entend qu'il y avait très peu de minorités. Oui. C'est sûr que s'il y avait quelqu'un à regarder dans une pièce, c'était moi. Donc, et ma famille. C'était aussi le fait que, bien justement, ce métissage-là, il n'y avait pas beaucoup de couples qui étaient des couples de différentes nationalités, ce qui fait en sorte que ça amenait le regard aussi des commentaires, les critiques, les actions déplaisantes qu'on pouvait vivre à ce moment-là. Je suis persuadée qu'il en existe encore. Ça, c'est certain qu'il y en a encore maintenant. Mais maintenant, on est plus dans des métropoles, les grandes villes. L'éducation est différente. L'information, la façon qu'on peut informer les gens, on ne devrait pas avoir à vivre ça. Ça serait bien que ça s'arrête un peu, là. Oui. Vraiment. Qu'on soit tous considérés de la même façon. Oui, oui, absolument. Pas de sous-catégories ou de catégories différentes, en fait, que tout le monde soit considéré de la même façon. Mais en même temps, ce que j'aimerais te dire, c'est que j'ai aussi vécu ça. Quand j'ai été confrontée avec mes premiers bains de communauté noire, ben j'ai aussi vécu ça parce que... Comment ça? Ben, au sein de la communauté ben noire, oui. Tu t'es sentie différente? Ben oui, parce Comment que... tu l'expliques? Ben, en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est là que j'ai compris, c'est qu'on m'a expliqué, c'est étant donné que j'avais le teint plus pâle. Donc, là, je ne comprenais pas trop à l'époque qu'est-ce que ça voulait dire, mais disons que le teint plus pâle, il y a eu un mélange, donc il y avait une référence avec le passé que pouvaient avoir les Noirs par rapport à ça, la communauté noire. Donc, on m'étiquetait aussi comme étant la blanche. Finalement, tu étais en perte de repère carrément. En perte d'identité, on va associer ça ici. Oui. Je pense que c'est le lot de plusieurs métissages, en fait. Parce que même si on a le désir d'appartenir à un groupe, des fois, on identifie à un autre. Tu le dis si bien. Oui. En 2016, tu nous as expliqué aujourd'hui cette période qui était assez morose dans ta vie, mais ta famille a été d'un grand soutien, surtout ton mari qui a géré la situation avec brio. Oui. Si toi, tu étais face à ton conjoint présentement, que lui diras-tu? Penses-tu qu'il sera fier de toi? Je crois que oui. Honnêtement, oui. Je lui dirais merci. Mais merci infiniment. Parce qu'une grandeur d'âme comme la sienne, j'en ai pas rencontré souvent. J'ai pas rencontré souvent quelqu'un qui va dire, ben oui, ta mère est avec nous, on fait partie d'une même famille. Ça aurait pu être différent. De voir aussi de la façon qu'il interagit avec les enfants, de faire en sorte que
chacun est important. Je lui dirais, ben, t'es vraiment une personne que je suis heureuse d'avoir dans ma vie. Et à tes enfants, que diras-tu? Que je suis fière d'eux. Oui. Même si des fois on doute, parce que les enfants, des fois, ils nous font damner, mais je leur dirais que je suis très fière d'eux. Parce que tout ce que je leur ai enseigné, tout ce que mon mari leur a enseigné, tout ce que ma mère, tout ce que les grands-mères, les grands-pères leur ont enseigné, ils prennent ça, puis ils gardent le meilleur. Et à ce moment-là, c'est là qu'ils deviennent de meilleures personnes. Et ça, je vois qu'ils l'assimilent très bien et qu'ils le mettent en pratique. Et ça me rend très fière. On a remarqué que depuis 13 ans, vous organisez, quand je dis vous, je parle de la Fondation, Oui. vous organisez des soupers bénéfices. Oui. D'ailleurs, j'étais présente au dernier souper qui s'est très bien passé d'ailleurs. Le thème, c'était l'opéra. Lorsque, au final, tu regardes tout ce cheminement, quel est le sentiment qu'il dégage? Je suis contente d'un côté de pouvoir participer à ça, de pouvoir encore m'impliquer, de pouvoir encore, parce que moi je vais encore masser par exemple en CHSLD, c'est tellement une joie de voir les personnes âgées, puis de les bercer, puis de se faire dire c'est comme si ma mère me berçait. Mais en même temps, je suis un petit peu triste parce que les gens ne réalisent pas à quel point qu'un toucher bienveillant, sans jugement, en accueil, peut faire la différence dans la vie. Et j'aurais aimé, et j'aimerais qu'il y ait plus de gens qui s'impliquent, qui participent, qui donnent, Comme là, présentement, là, bientôt, il y a un spectacle que je vais faire pour justement au profit de la Fondation pour les aînés de la région et pour leur offrir des soins. Je trouve que c'est important. Et vous êtes tous invités à venir à cet événement le 11 mai. Ça va faire plaisir. Une belle fin qui donne immédiatement suite à ma prochaine question. Oui. Femme engagée, Oui. et si c'était à refaire? J'en ferai plus. J'en ferai plus. Parce que il faut en faire plus. Sinon, à quoi ça sert notre passage ici? C'est pas toujours d'être devant les caméras qui est important. C'est ce qu'on réalise, ce que les gens peuvent bénéficier et ce que ça apporte comme bonheur aux autres.